Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 10. Naissance et développement d'une maison d'édition indépendante, les éditions critiques, avec Éric Marcelin. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Suite de notre conversation au long cours sur toute cette saison avec Éric Marcelin de la librairie et des éditions critiques. Après avoir parlé de librairie dans les 2 premiers épisodes, nous allons maintenant aborder la maison d'édition. Comment est-ce qu'une maison d'édition indépendante fonctionne? Comment se développe-t-elle? Et comment réalise-t-elle son programme et la sélection de ses manuscrits? C'est la suite de notre conversation avec Éric que nous remercions à nouveau chaleureusement. On va maintenant passer sur l'aspect édition en retraçant le parcours de la naissance de Critique et son établissement. Là, on va du coup te demander de changer de chapeau pour passer sur l'aspect... Voilà, donc Éric nous montre qu'il change de chapeau sur la visio pour voir effectivement comment ça fonctionne là aussi de l'intérieur, puisque évidemment chaque maison d'édition a sa manière de travailler et c'est aussi quelque chose dont je crois que le poditoire est toujours un peu curieux. C'est vrai que le poditoire, je crois, vous aimez bien quand il y a des aspects très très concrets, justement des coulisses un peu de l'édition. Donc là, on va voir les coulisses des éditions critiques. Et la première question, c'est complètement basique. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire et la construction des éditions critiques? Comment tout a commencé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est l'envergure de la structure? Avec combien de titres à son actif? Les éditions critiques, elles sont nées en 2009, en octobre 2009. Et c'était une volonté de départ de Critique, en fait. Dès que j'ai ouvert la librairie, dans les statuts de l'entreprise, il y avait écrit éditeur. Il y avait aussi écrit diffusion-distribution, mais bon. Et du coup, déjà, la librairie, ça a été une création pure. On sait que c'est ultra compliqué d'ouvrir un commerce, donc l'édition, ça a mis son temps avant de se faire. Il a d'abord fallu stabiliser une entreprise avant d'envisager d'en créer une deuxième, sachant que c'est pas vraiment une création de deuxième entreprise puisque c'est la même structure. J'ai rien créé de plus, c'est juste que j'ai rajouté la branche supplémentaire et que j'ai commencé à découvrir ce qu'était le métier d'éditeur, sachant que, comme je disais, c'était une volonté du départ de le faire. Il a fallu stabiliser une première entreprise, puis faire les rencontres ad hoc, c'est-à-dire commencer à connaître des auteurs, des illustrateurs. Donc le fait d'avoir fait ce métier de libraire avant nous a fait d'une part connaître, et j'ai connu des gens qui m'ont permis de lancer le projet. Et au début, ça ne devait être que occasionnel, quoi. C'est-à-dire que le métier de base, c'est libraire. L'édition, c'était 1 à 2 titres par an. Donc, en étant à Rennes, la librairie implantée dans un lieu avec beaucoup d'étudiants. Il y a un master édition qui a une bonne réputation aussi à Rennes. Et donc, j'ai eu une personne en master édition plusieurs fois, plusieurs stages, et à qui j'ai dit tiens, on va lancer la maison d'édition avec ton projet de fin d'études. Et ensuite, ça s'est monté de fil en aiguille, et surtout, il y a eu un succès éditorial inattendu, ce que tout éditeur cherche à faire. Concours de circonstances, le bon moment, transmis à la bonne personne, qui a dit les bons mots au bon moment, et on s'est retrouvé à vendre 10 000 exemplaires d'un polar, d'un auteur qui n'est plus édité chez Critique, voilà, parce que du coup, les sirènes de plus gros éditeurs étaient sans doute plus attrayantes. Mais résultat, on se diffusait, distribuait seul. Est-ce que, en fait, il y a pas mal de libraires qui font ça, qui sont éditeurs. Alors quand je dis pas mal, j'ai pas le nombre, mais il y a quelques libraires qui font éditeurs aussi, et qui ont, je crois, Erol est libraire aussi avant. Là, les noms ne reviennent pas, mais Dialogue à Brest est également éditeur. Pour ne pas les nommer en les nommant La Talente, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des libraires qui font ça comme voulait le faire Critique au départ, c'est-à-dire juste un livre, 2 livres. Voilà, on se prend pas la tête, on n'a pas forcément de diffusion-distribution. Par contre, là, comme il y a eu ce succès-là, que c'est un succès qui est arrivé en octobre-novembre,
on pouvait plus faire face aux demandes, quoi, parce qu'envoyer 10 000 exemplaires, là, pour le coup, effectivement, il faut un diffuseur-distributeur, quoi. Ou en tout cas, il faut un distributeur, parce que on a passé des nuits à emballer des livres, à faire des expéditions, envoyer des services de presse à côté, c'est rien du tout, quoi. Et donc, bah voilà, petit à petit, la maison s'est construite. On est passé en diffuseur-distributeur. J'ai un peu poussé la porte d'Harmonia Mundi parce que bah, j'étais pressé et j'ai pas fait ça dans les manières, mais c'est rare qu'un livre fonctionne aussi fort. Donc, ils nous ont acceptés. On est rentré chez Harmonia Mundi en disant qu'on avait d'autres titres à venir, etc. Mais bon, ça s'est fait pas dans la forme, quoi, on va dire. Et résultat, on en a encore vendu plein qui sont diffusés tout seul comme ça. Et derrière, ben, ce que j'ai dit avec mon responsable éditorial de l'époque, j'ai dit bah là, pour le coup, la maison d'édition, elle est lancée, quoi. Clairement, faut profiter de ça pour être présent en librairie, donc publier plus que ce que l'on pensait faire au départ. Donc ça s'est mis à nous prendre de plus en plus de temps. Et puis bah, on s'est fait connaître parce que, comme le disait Lionel, on a fait ça avec passion. On peut pas faire ces métiers-là sans passion parce que, comme je le disais juste avant aussi, c'est pas forcément rémunérateur. Faut accepter, voilà, d'y passer beaucoup beaucoup de temps et de pas reproduire forcément le même succès qui est arrivé parce que bah on n'arrive pas à retrouver la même personne, le bon moment, ou alors on trouve la même personne ou une autre personne qui est aussi fédératrice, mais qui a pas le même impact. Voilà. Et puis le marché est devenu plus tendu. Tous les éditeurs a priori le disent. C'est devenu encore plus compliqué, quoi. Donc ça s'est lancé au bon moment. Il y a eu de la chance, voilà. Et puis une confiance qu'on a réussi à établir au fil du temps avec les auteurs. Et puis voilà. Maintenant, vous en êtes à peu près combien de titres par an ou en général chez Critique? Alors on était monté à 13 voire 14 titres à l'année et ça commençait à faire beaucoup en fait par rapport à la double activité et au côté aussi où on se dit on a envie de bien défendre un livre et pas de participer à la surproduction. Du coup, là, la volonté aujourd'hui de Critique, c'est d'être entre 8 et 10 livres par an. Ça veut pas dire qu'on n'en fera pas 11, parce que c'est compliqué de refuser un manuscrit qui va être... c'est-à-dire que si on a fait son programme éditorial, on doit le faire, si possible, sur 2 ans minimum, pour voir venir. Mais si on a bloqué des titres et que y a un manuscrit juste incroyable qui arrive et qu'on dit à l'auteur, bah écoute, on va te publier dans 4 ans, peut-être qu'on le perd le manuscrit. Peut-être que la personne elle dit ah bah ouais. Alors sauf si voilà, elle est trop fan de Critique, elle est trop contente d'être éditée chez Critique et elle dit j'attends toute ma vie et c'est pas grave. Mais voilà, si la personne a une autre proposition, elle va peut-être dire bah oui non là je vais plutôt aller chez un tel parce que je suis publié dans l'année quoi ou l'année prochaine. Après, on sait que le travail d'un livre et la vie d'un livre, elle se fait quand même sur le long terme. À partir du moment où un manuscrit est accepté, en général, pour les écrivains en herbe, en général, faut pas espérer être édité dans l'année, quoi. Il se passe 1 an et demi, en général, quoi, entre le travail, le positionnement, et puis ne serait-ce qu'avoir le temps de faire d'avoir une idée de la com autour et de la présentation auprès de l'équipe de vente, quoi. Mais du coup, la volonté, c'est vraiment d'être entre 8 et 10, parce que moi, je trouve que quand il y a 2 livres qui sortent en même temps, un même mois, on n'arrive pas à défendre les 2 de la même façon. Et même si on essaye de défendre les 2 de la même façon, il y en a un qui va mieux fonctionner que l'autre. Sauf cas exceptionnel où les 2 fonctionnent super bien. Mais s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, eh ben on va parler de celui qui fonctionne le mieux. Et du coup, l'autre, on va le laisser tomber. Et on va pas le laisser tomber parce que on n'y croit pas et que on l'a édité juste pour l'éditer. En tout cas, chez Critique, on édite tous les livres parce qu'on y croit et qu'on a envie de les voir vivre. Et on investit a priori la même énergie. Alors après, ça dépend peut-être de la forme du moment et des mois, mais on essaye d'investir avec la même énergie. Par contre, moi, j'ai jamais fait de marketing, mais ce qu'on dit en marketing, c'est que il faut ce qui marche continue de marcher. Ce qui marche pas, on peut dépenser toute l'énergie qu'on veut, dépenser tout le fric qu'on veut, ça marchera pas. Donc, il y a un moment donné, faut faire
lancer tous les éléments, mettre tous les trucs en place nécessaires pour qu'il y ait une chance que ça marche. Et soit ça prend pas. Alors, sauf si on a un budget colossal et qu'on peut dépenser des millions, là, on peut faire marcher quelque chose d'incroyable qui est peut-être une sombre daube, mais on peut y arriver. Mais dans un cas comme nous, avec nos moyens, il y a une grosse part de chance en plus du travail professionnel qui est fait derrière, où essaye d'aboutir le livre le plus abouti possible et le plus pro possible et le plus agréable possible. Mais voilà. Donc un livre, c'est bien pour dépenser toute une énergie le plus possible pendant minimum un mois et demi, parce que forcément, au bout d'un mois et demi, il y a le nouveau livre qui sort, auquel on doit consacrer du temps. Et donc, voilà. Et puis là, au fil du temps, on essaye d'apprendre aussi à mieux porter les livres dans le temps. Parce que, ne pas oublier, on est libraire également. Et c'est vrai que, on est pris par différentes tâches. Et donc, on pense à nos livres, mais on pense aussi à nos clients qui rentrent dans la librairie. Et puis, on pense à nos commandes, et puis on réceptionne nos commandes, et puis après, on pense à faire de la com pour nos livres en édition, et puis on appelle le diffuseur pour lui gueuler dessus si c'est mal fait, et puis etc., etc. Mais voilà, 8-10 livres, c'est bien. Je pense que c'est des choses qu'il est important justement de répéter, et notamment le facteur chance, le fait d'arriver au bon moment, mine de rien, et en même temps l'implication aussi que peut mettre justement un éditeur à taille humaine sur chaque livre. Et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui rêvent de très gros éditeurs tout de suite. Il peut y avoir des choses super cool chez des très gros éditeurs, mais chez des éditeurs à taille humaine, on sait que chaque livre va être défendu. Et ça, c'est super important, surtout quand on est dans ses premiers romans. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que des maisons à taille humaine sont capables de faire aussi bien que des grosses maisons d'édition. Carrément. Et il y a des auteurs qui s'en rendent compte. Et en fait, ils vont... la différence peut-être avec une grosse maison d'édition, c'est que peut-être, lorsque le livre va commencer à marcher, ils ont plus de moyens pour le faire marcher encore plus. Voilà, peut-être. Ça bénéficie d'une aura plus forte et puis d'une présence en salon peut-être plus forte. Voilà, il y a des moyens peut-être plus forts derrière pour dépenser de l'argent au moment où il faut le faire. Mais quand on sait que le plafond de verre, il est plutôt aux alentours de 2000 exemplaires, on sait que pour un éditeur, un petit éditeur, un éditeur moyen, 2000 exemplaires, c'est top, c'est bien et c'est cool. Ça peut aider à vivre. Et pour un auteur, c'est cool aussi, 2000 exemplaires. Mais que chez un gros éditeur, ça représente pas grand-chose, 2000 exemplaires. C'est bien, mais ça représente rien. Alors du coup, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, j'ai fait 2000 exemplaires chez un gros, j'aurais pu les faire chez toi en plus petit, mais je l'ai fait chez un gros. Tu dis, c'est dommage parce que moi, ça nous aurait aidé tous les deux, on aurait fait la même chose. Pour le petit éditeur, ça aurait été mieux. Et puis le gros éditeur, c'est noyé au milieu du reste, quoi. Ça lui fait de la com et voilà. Et d'autant plus que quand on n'est pas un très gros auteur d'expérience, pour avoir vraiment, moi je suis dans des grosses maisons, des moyennes maisons, je suis très contente des deux. Mais c'est vrai que surtout quand on n'est pas encore un très gros nom, on a souvent de meilleures conditions chez un moyen éditeur, chez un éditeur à taille humaine aussi. Et mine de rien, c'est très bête, mais quand on vend 2000 livres, comme tu dis, les vendre à 7% de droits d'auteur ou les vendre à 10% de droits d'auteur, ça fait pas la même chose en termes de revenus non plus. Ça, c'est le côté bassement intéressé. Voilà. Non, mais c'est clair. Et c'est normal. C'est normal. Ce qui est compliqué dans le monde du livre, c'est de se dire que moi, ce que je dis à la plupart des auteurs qui commencent, qui n'ont jamais écrit avant et qui rêvent de devenir écrivain, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. Est-ce qu'ils veulent en faire leur métier ou est-ce que c'est une passion d'abord ou un besoin au-delà de la passion. Et souvent, on voit que chez plein d'écrivains, c'est un besoin d'écrire. Tant que ça reste un besoin, c'est bien, mais il faut pas. Il faut continuer à rêver d'être connu et que ça se vende, mais faut pas compter là-dessus, quoi. Et donc sur ces 8 à 10 titres que vous allez défendre à fond, en fait, comment vous les choisissez, comment ça fonctionne la sélection, qu'est-ce que vous cherchez dans ces livres? Moi, j'ai été élevé au Fleuve Noir Anticipation, d'antan. J'ai lu du Jimmy Gueux, j'ai lu du G.G. Arnaud, La Compagnie des Glaces, du Stephen Bull, du B.R. Bruce, et puis j'ai lu beaucoup d'autres auteurs de SF, mais c'est quand même ça qui a porté mon imaginaire beaucoup, des auteurs classiques aussi, etc. Mais vraiment, voilà, ce qui m'a fait plaisir, c'est cette littérature de plaisir, d'aventure, d'évasion, qui
de temps en temps, pouvait raconter autre chose, aller plus loin. Et donc, critique, j'avais envie de m'engager dans ce même genre de littérature populaire française, en ne mettant pas les mêmes limites que le Fleuve Noir, c'est-à-dire pas de limitation de nombre de signes, hein, Lionel Davoust. En ne mettant pas de limitation de signes. Et on a réédité, par exemple, Bertrand Pasguet, qui avait été édité au Fleuve Noir, et pour la petite histoire, quand on lui avait dit qu'on voulait récupérer ses titres, il nous a dit « Ah, mais en fait, j'ai le roman en entier. » « Ah bon, comment ça, le roman en entier ?»« Bah oui, tu sais, le Fleuve Noir, il demandait un nombre de signes et tout ça, mais j'avais écrit plus. » « Ah bah, ok, et du coup, on a réédité plus, quoi. » Donc, mais on a le même plaisir de lecture, plaisir, aventure, évasion, qui, je trouve, encore plus maintenant que lorsqu'on a créé lorsque la maison d'édition a été créée en 2009, on en a encore plus besoin de nos jours au vu de notre société, mais une littérature qui fait du bien, quoi. Et puis, si en gardant la dynamique, la fluidité, on parle de sujets forts qui posent question, tant mieux. Après, le but, il n'est pas de noircir le tableau. Et après, Critique, c'est aussi un éditeur de coup de cœur. Ça a toujours fonctionné comme ça, donc avec les thématiques, les envies. Et puis après, il y a le manuscrit qui arrive et qui a un coup de cœur, qui correspond peut-être pas forcément totalement à la ligne éditoriale, mais où on a pris une claque et du coup on se dit que ça mérite d'être défendu et vendu en librairie et atteindre le cœur de tous les lecteurs. Et une fois donc qu'il y a un manuscrit qui a été sélectionné, donc l'auteur est content, l'éditeur aussi. Comment se passe le retravail avec les auteurs? Et bien suite au prochain épisode, comme on dit, notre conversation avec Éric Marcellin autour des éditions critiques continuera dans cette saison, bien entendu, à l'épisode 15. Et comme on dit également, une petite citation pour terminer, Éric a eu la gentillesse de partager avec nous au long de cette saison les citations qui lui tiennent à cœur sur le métier, la littérature et tout le reste. Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour le qualifier. Citation de Guy de Maupassant. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.